la maçonnerie a une dimension initiatique qu'on oublie très souvent, trop souvent, et à mon avis, c'est là le problème. Et d'ailleurs, on fait tout pour que, très souvent, les maçons qui arrivent en maçonnerie, on leur apprend le symbolisme, on leur apprend un catéchisme humaniste, mais on ne les avertit pas qu'il y a une dimension, la dimension spirituelle, on en parle, et puis on ne leur donne aucun aliment, à vrai dire. Avant qu'ils grimpent, et encore, il faut qu'ils travaillent eux-mêmes. Alors, toute la démarche maçonnique, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'était le fronton du temple de Delphes. Hein. Donc, toute la démarche maçonnique, c'est travailler sur soi. Et c'est pour ça que l'initiation, je dirais, est une porte ouverte au développement de sa propre médiumnité ou de ses capacités d'être humain. N'ayons pas peur de le dire, c'est sa médiumnité, parce qu'on a des côtés cachés. C'est pas miraculeux de le dire. Hein. Je veux dire, tout le monde le sait, nous vivons dans un monde paranormal.
Pour appréhender cette question des sources opératives dont se revendique la tradition maçonnique, l'un des meilleurs moyens consiste probablement à étudier la symbolique et l'iconographie, tout simplement, donc du tableau de loge des deux premiers grades, apprentis et compagnons. On a donc, dès le milieu du XVIIIe siècle, de semblables tableaux qui occupent donc une position centrale dans le rituel maçonnique et qui comportent un certain nombre d'éléments qui renvoient tous ou presque au métier de tailleur de pierre. Parce que par franc-maçonnerie, par maçon au Moyen-Âge, il faut entendre tailleur de pierre. On est très loin donc de l'idée que l'on se fait aujourd'hui du métier de maçon. Alors, que voit-on sur ce tableau de loge? Alors, on y voit un espace déjà architectural, un rectangle, avec deux colonnes, avec un pavé mosaïque, avec un escalier, avec des portes et des fenêtres, donc autant d'éléments qui renvoient à un espace, et on y voit un certain nombre d'outils, le compas, l'équerre, donc les deux instruments phares de la géométrie. On y voit donc sur celui-ci la truelle, on y voit le maillet et le ciseau très fréquemment, donc vraiment les outils de base du tailleur de pierre, le fil à plomb, le niveau, donc qui permettent une pose de ces pierres, une pose régulière. Et puis, on y voit notamment donc deux symboles qui sont extrêmement intéressants à étudier sous un angle plus opératif. On y voit donc une pierre brute, c'est-à-dire un bloc de pierre non taillé, et une pierre cubique avec ou sans pointe, c'est-à-dire avec ou sans pyramidion posé dessus, selon les rites et selon les époques. Alors, que signifie donc cette pierre brute et cette pierre cubique? Alors on a affaire là à un élément fondamental du symbolisme maçonnique. On va dire que l'apprenti est celui qui va passer par son travail de la pierre brute à la pierre cubique, c'est-à-dire à la pierre taillée, la pierre qui va être à même de s'intégrer dans un édifice. Alors, on se rappelle évidemment que dans le contexte maçonnique spéculatif, ce travail, il est symbolique, que travaillant sur cette pierre, en fait, l'apprenti travaille sur lui-même. Un petit tour d'horizon rapidement. Donc, on a ces deux colonnes qu'on va retrouver en permanence dans le discours architectural. Toutes les théories de l'architecture à partir de la Renaissance et pendant toute la période classique vont être des discours sur les ordres d'architecture. Les ordres se définissent à partir des proportions des colonnes et de leur ornementation. Là, on a ici des colonnes qui sont terminées par un chapiteau corinthien, donc quelque chose qui est relatif à la notion de beauté, et qu'on retrouve d'ailleurs ici dans cet élément qui est la planche à tracer des mètres, donc tout simplement une planche à dessin, et on voit que l'élément qui est dessus, dans les tableaux du milieu du XVIIIe siècle, n'est nul autre qu'un motif de chapiteau tel qu'on les retrouve dans les traités d'architecture, notamment dans le petit recueil de modèles qu'est le traité de Vignoles. Bon. Cette notion même d'architecture, on l'a ici, donc avec cet édifice qui est souvent assimilé donc à la chambre du milieu, c'est-à-dire la loge des maîtres, mais qui en fait représente un portique d'architecture, c'est-à-dire quelque chose qui combine tous les éléments caractéristiques d'un ordre complet. On a l'outillage, donc le fil à plomb et le niveau. Ici, la truelle, mais qui est en général plutôt rendue dans la plupart des autres tableaux par le maillet et le ciseau. On a ici quelque chose de tout à fait étonnant. Alors, on le verra avec les outils de tailleur de pierre. On a ici une espèce de marteau qui est très joli, mais dont on ne voit pas très bien l'usage. En fait, il s'agit de la déformation d'un marteau taillant de tailleur de pierre. Alors, moi, c'est quelque chose qui me laisse perplexe quand même par rapport à la franc-maçonnerie spéculative du XVIIIe siècle. C'est que d'une part, elle prend appui de manière extrêmement forte sur un héritage opératif lié au métier de tailleur de pierre et à l'architecture, et d'autre part, dans ce Paris ou dans ces grandes villes du XVIIIe siècle, qui sont des chantiers permanents, eh bien les francs-maçons de l'époque ne sont déjà plus capables de relier l'outillage symbolique qui figure sur leur tableau avec l'outillage réel qu'emploient des ouvriers sur leur propre demeure, très souvent. Jamais on n'a vu un outil comme ça sur un chantier de maçonnerie et de taille de pierre.
Autre symbole donc tout à fait intéressant, on a sur ces premiers tableaux donc la représentation d'un cordeau avec 2 lacs d'amour qui représentent la fraternité. C'est un emprunt donc, à la tradition opérative. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la représentation non plus, comme certains auteurs l'ont écrit, d'un cordeau à tracer ou de la corde à 13 nœuds, donc qui est un moyen primitif de dessiner l'angle droit. C'est effectivement tout simplement le lien qui unit la fraternité des tailleurs de pierre. Le tableau de loge, au rite écossais ancien et accepté, ou tapis de loge, est, au-delà de sa complexité et de ses significations, l'élément symbolique essentiel de la maçonnerie moderne. Placé au centre de la loge pendant l'ouverture des travaux, il contient l'ensemble des éléments symboliques du grade auquel il correspond. Par sa forme graphique, il est une représentation synoptique de la loge. En Angleterre, il se dénomme tracing board, que l'on peut traduire par planche à tracer, à ne pas confondre avec la planche tracée lue par le secrétaire. L'origine opérative du tableau de loge est énigmatique. Il n'existe pas de preuve tangible de son existence en tant que tableau chez les bâtisseurs de cathédrales. Dans un certain nombre de cas, comme à York, où la trace demeure, la loge était adjacente à la chambre aux traits, tracing lodge, au sein de laquelle les ouvriers réalisaient à même le sol, sur un quadrillage noir et blanc, le mosaic pavement, les gabarits et les épures nécessaires pour le chantier, et ce, à l'aide de cordeaux colorés qui, pincés, vont imprimer un dessin sur le sol. Cela préfigure peut-être le tableau. En Écosse, cependant, chez les spéculatifs, d'où proviennent les plus anciens rituels maçonniques, il n'est aucune mention de tableau au centre de la loge. Ce dernier n'apparaît et ne nous est iconographiquement connu que vers la fin des années 1730 et le début des années 1740, en France comme en Angleterre. Son usage est attesté dans les plus vieux procès-verbaux des loges maçonniques d'Angleterre et d'Écosse entre 1738 et 1787, ou encore dans le texte des « Trois coups distincts » (Three Distinct Knocks), divulgation de 1760, où l'on peut lire « Le plan est dessiné sur le plancher de l'est à l'ouest. Le maître se tient à l'est, avec l'équerre au col. Ce tableau est généralement fait de craie et de charbon. Les loges se réunissant dans des locaux temporaires, le plus souvent des auberges, ont tracé le tableau à même le sol et on l'effaçait ensuite. Mais dès le début des années 1740, par commodité, mais aussi pour assurer l'exécution d'une composition graphique et symbolique toujours exacte, on prit l'habitude de les réaliser sur des supports de bois ou de toile que l'on disposait sur le sol pendant le temps des travaux, puis repliés, roulés et soustraits au regard en dehors des tenues. Il devient tapis de loge. Il faut noter à ce propos que les Ancients, la grande loge rivale de celle de 1717, dite des Moderns, ignorait l'usage du tableau. Le centre de la loge répondait chez les anciens à un agencement précis, mais le tableau n'y figurait pas, alors que les modernes en faisaient un élément essentiel de la loge. Une autre origine possible des tableaux de loge, mais moins directe, serait celle du tapis chrétien oriental, en particulier arménien, au Haut Moyen-Âge. L'idée est toujours de séparer un espace sacralisé comme un temple d'un espace profane. Chez les Juifs, c'est le temple lui-même qui sépare ce qui est pur de ce qui est impur. Chez les musulmans, le tapis de prière peut être considéré comme un temple portatif qui isole du sol impropre et est orienté selon la Qibla.
direction vers laquelle doit se tourner le fidèle pour effectuer le rite de la sala. Bien qu'il n'y ait aucun rapport direct entre eux, on a pu aussi comparer le tableau de loge au mandala tibétain. Comme eux, il comprend des portes orientées, des enceintes. Les moines tracent leur diagramme de base à l'aide de la règle et du compas, de manière à composer une cosmogonie très complexe qui propose une analogie entre l'homme et le cosmos selon le corps, la parole et l'esprit, le tout sous la forme d'un palais. De la même manière, les prêtresses vaudou tracent les véves, motifs symboliques stylisés, dans la farine avant les cérémonies. Quelles sont ces caractéristiques au grade d'apprenti? La forme du tableau correspond à un rectangle appelé carré long, et dès lors elle évoque bien sûr la loge. Et dans le temple de Salomon, ce sont les proportions du Hékal ou Saint. Sa longueur va de l'Occident à l'Orient, sa largeur du septentrion au Midi, sa hauteur du nadir au zénith. Le nadir étant le point virtuel le plus bas situé à l'extrémité inférieure d'une ligne verticale passant par le centre de la Terre et l'étoile polaire. C'est aussi, en médecine, le point le plus bas de la courbe thermique d'une femme en âge de procréer, et il correspond au jour de l'ovulation. Tout est symbole, pour qui sait le voir. La même forme quadrangulaire peut être utilisée pour le repérage du temps. Le rituel, en se référant au cycle diurne-nocturne, depuis l'ouverture des travaux lors du traçage du tableau par l'expert à midi plein en coïncidence avec le sud, jusqu'à son effacement à minuit plein en coïncidence avec le nord lors de la fermeture, construit un modèle spatio-temporel dont les dimensions sont infinies, dans l'espace, éternel, dans le temps, et figure alors le cosmos dans sa totalité. Un espace sacralisé lors d'un temps anhistorique propice au travail de reconstruction du temple. C'est dans cet espace-temps infini et éternel que l'on va isoler un modèle réduit qui fait référence au temple personnel, lui-même situé dans le temple universel. Par ce système d'autoréférence et de mise en abîme, le rituel d'ouverture du rite écossais ancien et accepté participe de la prise de conscience des apprentis d'appartenir non plus uniquement à une association d'hommes éclairés, mais de prendre part avant tout à un projet d'émancipation personnelle et collective qui le dépasse. Sa situation n'est bien sûr pas anodine. Son positionnement est à l'interface de tous les espaces de la loge. Sur l'Axis Mundi d'une part, entre le monde tonien d'où nous nous extirpons et l'idéal céleste vers lequel nous nous élevons, limité par 3 piliers, au point le plus sacré du temple, le débir. Il est de ce fait sanctuarisé, puisque nul n'oserait fouler cet endroit. Les francs-maçons sont dans ce plan, dans la voie du milieu, voie sans excès, équilibrée, comprise entre le charnel et le spirituel. La circumambulation en loge, dextrorsum, atteste du respect aux lois de l'univers, à l'ordre cosmique des choses. L'impétrant qui ne le sait pas est voué à la chute. Rappelez-vous le premier voyage. Le franc-maçon marche selon la course du soleil autour de ce point mathématique sans dimension, primordial et immuable, et sa pensée progresse de l'extérieur vers l'intérieur, de la conscience du moi à la découverte du soi. C'est la métaphysique du tableau de loge. Durant les travaux, le tapis de loge reçoit l'éclairage général du temple, sans cacher totalement le pavé mosaïque qui, dans certains temples, s'étend pleinement sur toute la surface du sol. Le plancher. Dimension horizontale sur laquelle tout prend appui pour s'élever. Par sa disposition au-dessus de ce damier, le tableau permet le recouvrement de notre matérialité et sa dualité de cases blanches et noires sur lesquelles nos vies basculent et hésitent sans cesse en un mouvement désordonné. Il libère alors l'esprit de ses contradictions et incertitudes, voile l'homme ordinaire et insuffle une bouffée d'oxygène spirituel nécessaire à la métamorphose intérieure et à la mise en œuvre du chantier.
Précédant la mise en place par l'expert, le maître des cérémonies procède à l'allumage des piliers sagesse, force et beauté, et rendra actif le tableau de loge selon une logique analogue à celle de l'ouverture de la bouche des statues dans l'Égypte ancienne, ou des panneaux de retable pendant un office religieux. Le rituel, à cet instant, réactive ainsi la lumière intérieure que chaque maçon reçoit lors de son initiation, expose aux yeux de tous les frères les symboles du grade disposés de manière organisée, chacun à leur place, ordonnant le chaos. Les symboles cosmogoniques, le soleil, la lune, les symboles ésotériques, le delta rayonnant, le volume de la loi sacrée, les symboles opératifs, planche à tracer avec croix de Saint-André, maillet, ciseaux, perpendiculaire, niveau, équerre, compas, règle, pierre brute, les symboles architecturaux, marches, portes, colonnes, fenêtres, parvis, pierre taillée, sont délimités sur 3 côtés par la corde à nœuds, ouverte à l'Occident, symbolisant probablement la chaîne de l'union et reliant le tout en une unité parfaite, la loge. Le temple devient ainsi le symbole à la fois du macrocosme universel et du microcosme humain, comme le tableau de loge figure le temple maçonnique au centre duquel il se trouve. Durant le temps de la tenue, l'apprenti doit se l'approprier et le comprendre selon une quête herméneutique qui le fait voyager de symbole en symbole, de signification en signification, en suivant les étapes d'un chemin initiatique, débutant à la porte du temple, représenté en bas du tableau, chemin qui détermine un point de fuite, qui trace la perspective du regard. La vision du tableau de loge concentre l'essentiel de l'initiation, profane en dessous et au-dessus accessible à la conscience du sacré. Il présente à l'apprenti les outils pour œuvrer à sa transformation et lui donne avec le rituel les moyens de sa réalisation. Nous avons bien compris maintenant que le tableau de loge n'est pas qu'un support d'instruction à l'usage du second surveillant, et c'est ce qui fait la différence entre une tenue d'obligation et une réunion d'apprentis. Le livret ne contient pas l'opéra. Pour ces derniers qui se disent, peut-être, qu'ils n'avaient pas pensé à tout cela en observant le tableau de loge, rassurez-vous, mais persistez, vous découvrirez peut-être un secret, et rappelez-vous pendant la chaîne d'union, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver. On est en clair sur Facebook, sur YouTube pour le live BTLV, un nouveau live qui va me permettre dans quelques instants de recevoir Jacques Ravenne pour ce livre. 3 minutes pour comprendre 50 piliers de l'ésotérisme, un livre incroyable qui va vous permettre d'en savoir plus sur ce sujet qui fait tant parler depuis tant d'années. Avant cela, et comme le veut la tradition, ce live BTLV est l'occasion de faire découvrir ce média unique. Et puis surtout, c'est l'occasion, j'en perds mon casque, de faire découvrir, je le disais, BTLV, mais aussi d'avoir vos réponses et vos questions sur tout ce qui va être dit ici ce soir. C'est pour ça que je me tourne vers Mathieu. Ouais, ça se passe du côté de YouTube et Facebook. Bonsoir tout le monde, il y a Myriam, il y a Elle, Dorel, Philippe, Studi sur YouTube et puis sur Facebook. Un petit coucou à Bernadette, à Jean-François ou encore à Kiki. N'hésitez pas à poser vos questions et puis à cliquer sur la petite flèche qui vous permet de partager cette vidéo pour que vos amis qui ne sont pas encore abonnés à BTLV puissent découvrir cette émission ce soir. Alors bien sûr, à la vidéo, c'est Michel qui est à la régie. Salut à tous. Alors on n'a plus le droit de dire que tu travailles pas, hein, parce qu'on s'est fait épingler aujourd'hui. On dit oui, il est noir, alors vous dites qu'il travaille pas. C'est ce qu'on nous a dit quand même. Vous savez que le racisme commence ici, hein, mesdames et messieurs. En fait, c'est ça. Voilà, dans tous les cas, le live, moi je dis qu'il est parti, il est prêt, il est maintenant avec Michel. Au vu de vos crimes et délits commis sur la planète Terre, vous êtes condamné à errer à perpétuité aux confins de l'univers. Par ailleurs, le jury a demandé à ce que vous soyez privé de BTLV. Avez-vous une dernière requête? Oui, s'il vous plaît. J'aimerais juste écouter BTLV une dernière fois. Juste une. Accordé. Merci. Jacques Ravenne, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes spécialiste de manuscrits anciens, passionné par la symbolique initiatique et les sociétés secrètes. Vous aimez explorer la face cachée des événements historiques majeurs. Vous êtes le co-auteur avec Éric Giacometti de romans dans lesquels le personnage principal, le commissaire Antoine Marcas, est un franc-maçon, un milieu que vous connaissez bien parce que vous-même êtes franc-maçon. Vous êtes élevé au grade de maître au rite français, c'est ça ? Tout à fait. Vos romans sont des policiers, des thrillers à teneur ésotérique. Vous avez écrit Conspiration, L'Empire du Graal, Le règne des Illuminati. Ce sont des sujets qu'on évoque très souvent ici sur BTLV. On reçoit d'ailleurs, on a Franck Poucré, qui est notre franc-maçon attitré et qui vient très souvent ici nous parler de la franc-maçonnerie dans tous ses états. Et d'ailleurs, on va en parler de la franc-maçonnerie parce que quand on parle d'ésotérisme, il y a fatalement un lien avec cette franc-maçonnerie par le rite, hein, surtout, hein, plus que par les propos qui sont et les thèses qui sont tenus dans les loges. En tout cas, toutes les loges ne parlent pas d'ésotérisme. 3 minutes pour comprendre 50 piliers de l'ésotérisme chez le Courrier du Livre. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous en aviez marre d'entendre tout et n'importe quoi sur ce sujet? Alors ça faisait des années qu'on travaillait sur l'ésotérisme, plusieurs livres qu'on a publiés ensemble avec mon co-auteur Éric Giacometti, et on est très, très surpris en fait de voir que l'ésotérisme était devenu un petit peu le ventre mou de la pensée. Ouais. Voilà, de temps en temps c'était philosophique, de temps en temps ça partait dans l'autre sens. Bref, c'était devenu une sorte de chaos, et vous connaissez une des devises des francs-maçons, Ordo ab chaos. L'ordre vient du chaos, donc de ce chaos-là, on a essayé de mettre une petite peu de mise en ordre et de reprendre les grands thèmes que l'on croit connaître parfois et qui parfois nous réservent des surprises. Alors cet ésotérisme, il est malmené, hein. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'ésotérisme dans la société dite classique, on est un peu regardé, gourou, secte, etc. Attention, magie noire, druide, on mange des enfants, etc. Il y a encore un peu tout cela dans l'inconscient collectif. Et puis on s'aperçoit quand même que ça n'a jamais aussi bien marché. On voit des chaînes comme RMC Découverte, par exemple, qui font des émissions sur l'ésotérisme. On voit des chaînes comme BTLV qui marchent du mieux en mieux. On voit le cinéma qui va sur l'ésotérisme. On voit la littérature, mais pléthore de bouquins aujourd'hui sur l'ésotérisme. Vous l'expliquez comment cette différence entre finalement la pensée mainstream et puis l'intérêt du public? Je crois qu'il y a eu 3 époques de l'ésotérisme. La première est classique au 19e. Là, franchement, on tombe dans vraiment l'étude de la magie, la sorcellerie. C'est ça qui va donner cette image noire un petit peu, qui est toujours accolée à l'ésotérisme. Puis dans les années 80-90, on va voir cette grande tendance qui est le New Age, particulièrement aux États-Unis, puis avec un effet retour en Europe. Et puis elle va s'amoindrir. Et maintenant, je pense qu'on acquiert un petit peu le 3e niveau, parce qu'il y a une progression, remarquez. Et ce 3e niveau, c'est réellement une quête du sacré. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui sont confrontés au retour du religieux, dans ce qu'il y a de plus dogmatique, dans ce qu'il y a de plus dur, dans ce qu'il y a de plus contraignant. Vous voyez ce qui se passe dans certains pays. Et donc on essaye d'avoir maintenant de nouveaux chemins, ce que j'appellerais des chemins de traverse, pour aller vers le sacré. Et l'ésotérisme, en quelque sorte, c'est à la fois, on le définirait comme un raccourci buissonnier. C'est ça. Et alors, comment travailler sur cette... Parce que ce qui est intéressant, effectivement,
c'est presque un glossaire finalement de l'ésotérisme. On y apprend tout et on commence, et c'est intéressant parce que vous parliez de religion, par les religions, les initiations et les traditions primordiales. On est obligé d'avoir un peu plus de visibilité, de compréhension sur les religions pour comprendre l'ésotérisme. Oui, parce que l'ésotérisme, en fait, c'est la face cachée des religions. Les religions fonctionnent par dogme. Elles vous disent, voilà, vous avez un chemin qui mène vers le divin, vers le spirituel. Ce chemin, il faut passer par telle étape, et ce sont des contraintes. L'ésotérisme vous dit le contraire. Ils vous disent, à travers tout ce que les religions révélées prétendent, et surtout ce qu'elles imposent, il peut y avoir un message secret, il peut y avoir un message caché. Donc c'est vrai qu'il faut revenir aux religions, aux traditions primordiales, pour les décoder, pour trouver une autre manière d'accéder, je dirais, pas à un réel supérieur, mais à une spiritualité vraiment vivante pour notre époque. Vous commencez quand même loin, vous remontez à loin, c'est-à-dire que vous parlez d'Osiris, l'initié de la mort, l'Égypte, la Grèce antique, était déjà ésotérique? Ah mais totalement. Vous savez, il y a l'exotérisme, qui est en fait l'aspect religieux, on disait à l'époque pour les masses, vous voyez combien c'était péjoratif d'ailleurs. Et puis vous avez l'ésotérisme qui existait en Égypte et qui existait en Grèce, dans lequel certains devenaient initiés et on leur apprenait des savoirs, des secrets, supposés bien sûr. Et vous avez par exemple le cas des mystères d'Éleusis, où l'initié apprenait à franchir sa propre mort et sa résurrection. Depuis l'Égypte et depuis la Grèce, toutes les sociétés secrètes, toutes les initiations sont basées sur cette même approche, accéder de son vivant à un niveau de conscience supérieur. L'ésotérisme, c'est l'homme qui l'a fabriqué, ou l'ésotérisme, c'est comment dire, imposé à l'homme? Je dirais que c'est là la grande différence avec la religion. La religion est un triangle qui descend vers le bas. L'ésotérisme est un triangle qui monte vers le haut. C'est-à-dire que l'ésotérisme est un humanisme. Et c'est pour ça que vous le retrouvez dans les sociétés secrètes occidentales. D'accord. Est-ce que finalement l'ésotérisme, c'est pas la peur de la mort? Je crois qu'on vit dans des sociétés, on le sait depuis très longtemps, en particulier depuis les bouquins de Philippe Ariès sur la mort, que la mort aujourd'hui est le tabou principal. C'est plus le sexe, c'est le tabou principal. La mort disparaît, on finit dans les hôpitaux, entouré de tubes, c'est terminé. Aujourd'hui, moins on parle de la mort, plus inconsciemment nous la vivons. Et je crois que si on a un retour vers le sacré, un retour vers l'ésotérisme, c'est justement pour pouvoir vaincre cette peur de la mort qu'on ne peut plus dire, qu'on ne peut plus connaître. L'initiation, c'est quoi? C'est l'affronter de son vivant. Alors, vous êtes nombreux et nombreuses sur les réseaux sociaux, bien sûr. Vous pouvez toujours nous regarder, commenter, partager. On se tourne vers Mathieu, justement pour en savoir plus. Bon, alors merci d'avoir rejoint le nouveau live Facebook qu'on vient de relancer. En tout cas, vous êtes également en train de regarder l'émission sur YouTube. Encore une fois, vous pouvez partager cette émission, elle est faite pour ça. Bienvenue si vous venez de vous connecter. Puis posez vos questions comme Julien, par exemple, qui voudrait savoir ce qui vous a motivé à vous intéresser à ces sujets. Une expérience peut-être, l'histoire, l'aspect tabou du sujet dont vous parliez juste avant? Alors écoutez, vraiment là, il faut revenir à un petit moment de jeunesse. À l'époque où j'étais adolescent, je suis tombé sur une petite collection de livres dans lesquels il y avait en particulier les Gérard de Sède. Elle est très célèbre, Gérard de Sède, et j'ai lu évidemment L'Or de Rennes, Les Mystères Cathares, Les Templiers, Roger Laumois. Et à partir de ce moment-là, j'avais 13-14 ans, et il m'a semblé vraiment que là, on m'accordait l'entrée d'un savoir autre, qui avait une dimension cachée. Et j'avoue que j'ai fait d'autres études, d'autres approches de l'existence. Et puis avec les années, en vieillissant, c'est revenu. Et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à la franc-maçonnerie d'abord, puis j'ai écrit des romans à dominante ésotérique. Et que là, en quelque sorte, on met un petit peu une sorte de cône sur la pyramide, qui consiste à repenser l'ésotérisme oriental et occidental à travers la vision d'aujourd'hui. La France a est partie prenante dans l'ésotérisme. La France n'est pas que la fille aînée de l'Église, elle est l'enfant caché de l'ésotérisme. Parce que si vous regardez bien, toutes les traditions ésotériques qui aujourd'hui marquent notre conscience sont françaises. Les cathares, sur lesquels il y a une littérature ésotérique le plus souvent fausse, c'est la France, tout au moins le sud de la France. Les Templiers, littérature ésotérique monstrueuse qui couvre le monde entier. Chaque fois que nous nous déplaçons avec mon co-auteur à l'étranger, les Templiers, mais tout le monde connaît. Systématiquement, c'est la France. Prenez par exemple tout ce qui est spiritisme. C'est aussi la France. J'en passe des meilleurs, et vous arrivez à Rennes-le-Château, la Mecque de l'ésotérisme. Non, tout ça dans l'Aude, tout ça alors, dans le sud-ouest quand même. Quand même, c'est assez curieux. Il y a une tendance dans le sud-ouest. Alors j'en suis originaire. Moi aussi. Voilà. On est tous les deux de Toulouse. On est né à 1 an de distance à Toulouse. Voilà. Et c'est vrai que quand on vit là-bas, on a, écoutez, les Pyrénées-Cathares, je dirais à 1 heure de route, la Bessonnière qui vous attend.
c'est vrai que c'est un... Allez, ça s'y prête. Et les Rose-Croix sont nés à Toulouse. D'accord. Aussi. Ouais. Alors ça c'est marrant parce que vous en parlez aussi des Rose-Croix. Avant d'y revenir, je voudrais signaler qu'on avait fait une émission très sympa d'ailleurs avec Alexandre Rouget sur l'héritage des Cathares. Et il vit là-bas lui maintenant et il met à mal tous les bouquins qui ont un peu qui ont été écrits sur les Cathares et qui ont dit beaucoup de bêtises. Parce qu'il y a eu beaucoup de bêtises dites sur tous ces sujets ésotériques quand même. Tout le monde y est allé. Et alors, est-ce que finalement, c'est pas remettre le point sur les i et les barres au t, votre bouquin? Parce que moi, je lis tout et n'importe